Bonjour à tous. Qu'est-ce que la République romaine a à voir avec l'Europe d'aujourd'hui? Qu'est-ce que Donald Trump a à voir avec César? Qu'est-ce que l'immigration a à voir avec l'esclavage? Eh bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets, le populisme étant un symptôme de ces effets. Alors, le populisme, ce n'est pas une idéologie politique, mais un positionnement et une stratégie politique. Pour un politicien, ça consiste à se présenter comme le champion des intérêts du peuple contre une élite dirigeante, fortunée, qui œuvrerait pour ses intérêts égoïstes. Les médias ont tenté de rendre le qualificatif de populiste péjoratif sans réel succès, parce que l'inverse de populiste, c'est élitiste. Et dans un système qui se veut démocratique, représentant du peuple, être antipopuliste, c'est un peu contradictoire. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de l'histoire de la République romaine, parce que c'est là que, pour la première fois dans l'histoire, on assiste à la naissance d'un mouvement populiste durable et plus ou moins institutionnel. Populiste vient du latin populus, peuple, donc on va voir les causes du populisme et les solutions qui seront finalement apportées par Auguste. Les problèmes qui conduiront à la naissance d'un mouvement populiste, à la chute de la République et l'avènement de l'Empire commencent après la Seconde Guerre punique. À partir de ce moment, Rome multiplie les guerres de conquête tout autour de la Méditerranée. À ce moment-là, l'armée romaine n'est pas encore une armée professionnelle, mais une armée de conscrits. Donc de citoyens romains faisant leur service militaire. Les guerres ne sont plus des campagnes de quelques mois en Italie, mais des années de campagne à l'étranger. Donc, quand ces Italiens rentrent de leur service militaire, ces Italiens, qui sont pour leur très grande majorité des fermiers, après des années de campagne, retrouvent leurs fermes délabrées, leurs familles n'arrivant plus à subvenir à leurs besoins. Les grands propriétaires terriens rachètent les terres des fermiers ruinés et remplacent les petites exploitations agricoles par des méga-plantations, les latifundia, travaillées par des esclaves. Les esclaves, d'un point de vue économique, sont de la main-d'œuvre pas chère. Et c'est une ressource abondante, vu que les guerres continuelles de la République ramènent un flux continu d'esclaves. Les esclaves dans l'Antiquité sont avant tout des prisonniers de guerre. La population des territoires et des villes qui ont été vaincus sont réduites en esclavage, puis vendus. Donc le nombre de pauvres augmente, et ces pauvres peuvent difficilement trouver du travail, vu que les esclaves font le travail pour moins cher. Ce qui conduit aussi des familles à vendre leurs enfants comme esclaves. Il y a un homme qui va essayer de lutter contre ces problèmes, c'est Tiberius Gracchus. Tiberius Gracchus, c'est un homme qui vient d'une très riche famille romaine et très prestigieuse. Son père a été 2 fois consul, ce qui est pour les Romains un immense prestige. C'est un phénomène assez récurrent dans les mouvements populistes, autant dans l'Antiquité que maintenant. Les leaders populistes sont très souvent issus de l'élite. Tiberius Gracchus va proposer de créer des colonies romaines dans les provinces, notamment sur le site de l'ancienne Carthage, de distribuer du pain subventionné aux pauvres, mais surtout une réforme agraire qui propose de redistribuer les terres. L'État romain possède une grande partie des terres agricoles en Italie, les ager publicus, les terres publiques. Ces ager publicus peuvent être louées à la République pour être cultivées par des petites exploitations agricoles. Le problème, c'est que les grands propriétaires y ont installé de manière frauduleuse des latifundia. Tiberius va proposer une loi pour exproprier les latifundia et redistribuer les terres. Pour défendre sa loi, il va faire l'éloge du soldat fermier qui représente l'idéal du citoyen romain, et que les esclaves sont non seulement inutiles dans la défense du pays, mais un danger intérieur, citant la Première Guerre servile. La Première Guerre servile est une révolte d'esclaves massive et meurtrière en Sicile, qui avait justement eu lieu une année auparavant. Le Sénat, qui évidemment est composé de propriétaires terriens, va lui dire non. Du coup, Tiberius Gracchus va utiliser l'Assemblée populaire plébéienne pour faire passer sa loi. L'Assemblée populaire plébéienne, c'est l'une des assemblées de citoyens de Rome. L'Assemblée plébéienne est principalement chargée d'élire les tribuns de la plèbe, et théoriquement a aussi un pouvoir législatif, mais selon des restrictions assez floues. Des sénateurs vont corrompre un autre tribun de la plèbe pour qu'il utilise son droit de veto contre la loi de Tiberius. À partir de ce moment-là, Tiberius, qui jusqu'à présent se considérait comme un réformateur modéré, voulant le bien de la République, va devenir un populiste radical et vindicatif. Il va utiliser l'Assemblée plébéienne pour démettre de ses fonctions le tribun corrompu, ce qui n'était pas tout à fait légal, utiliser abusivement ses pouvoirs de tribun pour bloquer la vie civile et politique de Rome. Ses adversaires vont l'accuser de fomenter une révolution afin de devenir roi. Tiberius est assassiné par des sénateurs. Son frère, Gaius Gracchus, va tenter de reprendre la cause de son frère et se faire assassiner à son tour.
Le meurtre des frères Gracchi marque le début d'un cycle de violences politiques, qui culmineront en une série de guerres civiles jusqu'à l'avènement d'Auguste. Le meurtre des frères Gracchi marque aussi le début de deux factions politiques, les Populares et les Optimates, qui domineront la République jusqu'à sa fin. Populares et Optimates ne sont pas des partis politiques, ce sont des factions et des clientèles électorales. Pour se faire élire, les politiciens romains vont flatter une de ces deux factions, pour faire avancer leur carrière politique. Les Populares, le peuple, les Optimates, les élites aristocratiques. Une génération plus tard, on a Marcus Livius Drusus. Marcus est lui aussi issu d'une très riche et très proéminente famille romaine. Ce qui est ironique est que le père de Marcus est l'un des assassins des frères Gracchi. Marcus était connu pour laisser les fenêtres et les portes de sa maison ouvertes pour que le peuple de Rome puisse voir qu'il n'avait rien à cacher. Marcus, lui, va tenter d'étendre la citoyenneté romaine à l'ensemble des Italiens. Le problème est que étendre la citoyenneté romaine à l'ensemble des Italiens, c'est donner le droit de vote à des milliers d'individus qui seront éternellement reconnaissants vers la famille Livius Drusus. Inacceptable pour l'élite romaine de créer une famille qui pourrait dominer toutes les élections pour des siècles. Marcus est assassiné. Son assassinat déclenche les guerres sociales. Social vient de soci, qui veut dire allié. Les guerres sociales sont une révolte massive des Italiens contre Rome, une guerre meurtrière et inutile, vu que le Sénat cède immédiatement et donne très vite la citoyenneté romaine à tous les Italiens. Alors j'aimerais beaucoup faire une vidéo d'histoire sur la fin de la République romaine, mais ce n'est pas le sujet, donc on va abréger. Immédiatement après les guerres sociales, il y a une guerre civile entre Gaius Marius, l'oncle de Jules César, et Cornelius Sulla. Sulla gagnera la guerre et s'installera comme dictateur. Ce qui offre quelques années de stabilité, mais peu après sa mort, les cycles de violence politique continuent. Certains tribuns de la plèbe s'érigent en chef de gang. Le bâtiment abritant le Sénat est brûlé lors d'une émeute. Il y a une guerre civile entre Jules César et Pompée, que César gagne pour ensuite se proclamer dictateur. César est assassiné par une cinquantaine de sénateurs. Après l'assassinat de Jules César, il y a une nouvelle guerre civile. Les héritiers de César, Octavien, Marc-Antoine et Lepidus, contre les leaders des Optimates. Les héritiers de César, qu'on appelle le second triumvirat, mettent en place un système qui s'appelle les proscriptions. Les proscriptions, c'est une liste publique de gens à assassiner. C'est un système qui avait déjà été mis en place par Sulla contre ses ennemis politiques. Le triumvirat ne se limite pas à leurs ennemis politiques, mais étend les proscriptions à tous les individus les plus riches de Rome. On estime entre 2000 et 3000 le nombre de gens tués par les proscriptions. Alors le triumvirat ne fait pas assassiner les riches par un sens de justice sociale proto-socialiste. C'est pour confisquer leurs propriétés afin de financer l'effort de guerre. Une fois que le triumvirat gagne la guerre, Octavien va vaincre ses anciens collègues. Lepidus est emprisonné et Marc-Antoine se suicide en Égypte avec Cléopâtre. Octavien devient empereur, sous le nom de Auguste. Durant son règne, Auguste établit des colonies romaines partout dans l'Empire afin d'y installer ses vétérans et leurs familles. Mais également, une partie de la population civile italienne émigre dans ces colonies. On estime que 500 000 à 1 million d'Italiens quittent la péninsule pour s'installer dans les provinces. À côté de ça, les frontières de l'Empire sont consolidées. Ce qu'on appelle la Pax Romana est instaurée. La fin des guerres constantes signifie aussi la fin du flux continu massif d'esclaves vers l'Italie. Voilà comment l'histoire du populisme à Rome se termine. Avec une dictature militaire qui tue les riches, expulse les pauvres et met fin à l'immigration. Ce qui s'est passé à Rome il y a plus de 2000 ans s'est répété plusieurs fois dans l'histoire, et les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Une élite économique qui monopolise de manière exponentielle l'économie, une population qui s'appauvrit. Si à cela on ajoute l'immigration d'une main-d'œuvre pas chère, on exacerbe le problème. Que cette immigration soit volontaire ou volontaire, que les gens viennent d'eux-mêmes ou soient réduits en esclavage et importés. Cette situation dégénère inévitablement vers de plus en plus de violences politiques. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler de ce patron d'assurance aux États-Unis qui était victime d'une proscription de 3 balles dans le dos. Il y a une large partie de la population américaine qui s'en est réjouie, et une élite paniquée et outrée. Si la situation économique continue de se dégrader, ce genre de cas est appelé à devenir de plus en plus fréquent. Les figures et les politiciens populistes sont un symptôme de cette situation. On s'étonne que Donald Trump soit populiste, alors qu'il est milliardaire. Mais c'est tout à fait normal. Comme j'ai dit, les leaders populistes sont très souvent issus de l'élite. La première raison est qu'ils voient que le système est en train de mourir. Donc, en le réformant,
ils le sauvent, et se sauvent eux-mêmes. Deuxièmement, en étant des leaders populistes, ils accroissent leur pouvoir et leur importance. Et du fait des deux premières raisons, ils affaiblissent ou éliminent leurs rivaux au sein de l'élite. Ce n'est pas forcément un processus qui est conscient. Tiberius Gracchus et Marcus Livius Drusus pensaient bien faire et sauver la République. Mais l'élite comprend instinctivement et inconsciemment ce que les leaders populistes essayent de faire et réagit de manière très virulente. Ce n'est pas pour rien qu'on a des accusations de tyrans, rois, Hitler, dictateurs, venant de la caste au pouvoir. Pour réformer le système politique et économique, il faut prendre le pouvoir. Et ce pouvoir, il est arraché aux oligarques. Ce pouvoir n'est pas arraché pour aller vers le peuple. Il est arraché pour aller vers le ou les leaders populistes. Le populisme est un phénomène qui est naturellement autocratique et qui en soi n'amène pas à plus de démocratie. Les institutions démocratiques comme les assemblées populaires à Rome sont utilisées par les leaders populistes pour servir leur cause. Cause qui peut tout à fait être dans les intérêts du peuple et ce que demande le peuple. La question n'est pas là. Le peuple utilise les institutions démocratiques pour donner du pouvoir aux leaders populistes. Et les leaders populistes utilisent les institutions démocratiques pour servir leur agenda. Ça va dans les deux sens. Il ne faut pas croire qu'on a des démagogues d'un côté et des naïfs de l'autre. Il y a une relation d'intérêt et de bénéfice mutuel. Le peuple donne du pouvoir aux populistes pour que les populistes mettent en place les réformes attendues. J'ai utilisé la chute de la République romaine comme exemple historique. Mais la chute de la dynastie Han en Chine suit le même processus. Une élite aristocratique qui taxe de plus en plus la population pour financer son train de vie décadent. Une révolte paysanne massive éclate, dirigée par des leaders populistes. L'élite fait appel à des seigneurs de guerre pour réprimer la révolte. Les seigneurs de guerre deviennent eux-mêmes des leaders populistes. L'aristocratie est décimée dans la guerre civile. Les paysans meurent ou émigrent massivement dans les provinces du Sud. Et on termine par 3 dictateurs militaires qui se proclament empereurs. Quand César franchit le Rubicon et met fin à la République, ou quand Dong Zhuo fait massacrer la cour impériale de Chine, le peuple se lève et pousse des cris de joie. Le populisme n'est ni bon ni mauvais, c'est le symptôme d'une société malade. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à une prochaine vidéo.